Nous sommes le 8 juillet 2020. Je m'appelle François Hartog et nous sommes à Paris. Bonjour François Hardoc et merci d'être avec nous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui et que ressentez-vous vis-à-vis de toute cette période que nous sommes en train de traverser actuellement? Bien, bon, à la fois un certain soulagement, bien sûr, mais aussi une certaine inquiétude qui persiste, puisqu'au fond, nous nous apercevons jour après jour que nous en savons très peu sur ce virus, que nous voyons ressurgir ici, là, se développer en Amérique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc, il serait parfaitement illusoire de croire que euh, la, la crise est terminée, la crise sanitaire est terminée. Et puis, il y a toutes les autres qui viennent, qui suivent cette crise sanitaire. Alors l'histoire, elle est au cœur de votre vie, elle est au cœur de votre travail. Quel effet ça fait pour un historien d'assister à un moment historique et comment pensez-vous que les historiens de demain vont s'emparer de cette période? Alors, assister à un événement historique, ça n'est pas la première fois, si je puis dire. Bon, puisque vu mon âge, j'en ai connu quelques-uns, ou qui sont devenus historiques au fil des années, justement, puisqu'un événement que l'on décide d'appeler historique peut se révéler au fil des années ne pas avoir l'importance qu'on lui avait accordée de prime abord, ou au contraire avoir une importance de plus en plus grande au fur et à mesure que les décennies passent. Donc il y a, pour un historien, à la fois une très grande curiosité d'essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis, je pense aussi une très grande humilité, puisque il ne sait pas, ou elle ne sait pas, ce qu'on en dira dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Mais d'après, votre regard d'historien, nous sommes en train de vivre un moment historique? Oui, assurément, assurément, mais ça n'est pas moi qui le dis, mais nous n'avons jamais vécu un tel événement. L'humanité n'a jamais vécu un tel événement, c'est-à-dire de mettre du jour au lendemain plusieurs milliards d'humains à l'arrêt et confinés. Ça ne s'est jamais, jamais, jamais produit. Donc en cela, c'est déjà quelque chose d'unique qui, d'ailleurs, justement, suscite beaucoup de questions. Comment en est-on arrivé là? Est-ce les bonnes réactions? Enfin, à partir de là, de multiples questions surgissent, mais le fait lui-même et la rapidité avec laquelle tout ça s'est fait, s'est produit, est extraordinaire. Car les épidémies, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, mais elles cheminaient beaucoup plus lentement. Il fallait des années pour que il a fallu des années pour que la peste, la grande peste du XIVe siècle arrive. Il a fallu des mois pour qu'elle se propage. Bref, on voyait, on suivait la trace, on les suivait à la trace. Là, c'est allé extrêmement vite. Alors nous vivons depuis quelques mois des temps incertains, des temps en sursis qui ont donné le nom à cette collection d'interviews, un temps aussi où l'avenir nous semble plus flou que jamais. Vous qui avez justement étudié le régime d'historicité, que pensez-vous de notre rapport au temps aujourd'hui, notre rapport à la fois au passé, au présent, mais également à l'avenir? Ouais, indépendamment de cette pandémie, euh, il y a pas mal d'années que je m'interroge sur les modifications, les transformations de nos rapports au temps. Et j'avais
proposé de regarder justement le moment contemporain sous l'angle d'une primauté, d'une priorité de la catégorie du présent sur toutes les autres. Et comme quelque chose de nouveau, qui s'est, dans nos sociétés européennes, manifesté à partir du début des années 1970. Et moment où, justement, le futur entre en crise, où on commence à se dire que le futur ne sera pas forcément meilleur que le présent, où on commence à se dire que le futur se ferme, qu'il y a une certaine fermeture du futur. Et du même coup, nos sociétés occidentales, qui ont vécu sur l'idée que la marche en avant vers le progrès, vers l'amélioration, vers les progrès techniques, technologiques, mais aussi progrès de l'humanité, était une marche qui devait se poursuivre toujours, a pris conscience que ça n'était pas ainsi que les choses se passaient. Et on a eu une espèce de reflux du futur sur le présent, qui est devenu la catégorie, encore une fois, principale de nos sociétés, c'est-à-dire aussi des sociétés qui ont de plus en plus vécu sur l'instant, sur l'immédiateté. Et alors ça, bien sûr, la révolution technologique de l'informatique a renforcé énormément cette tendance. Et donc, nous étions très mal préparés, encore plus mal préparés, je puis dire, à la survenue de quelque chose qui nous oblige à sortir de cette espèce de présent complètement étriqué et à nous dire que le futur, cette fois, peut être réellement menaçant. Vous préfacez le livre de Georges Duby, ce spécialiste entre autres du Moyen Âge qui a hélas disparu. Ce livre s'appelle Sur les traces de nos peurs aux éditions textuelles. Vous y abordez notamment la question de la fin, la question de l'apocalypse qui nous taraude également aujourd'hui. En quoi est-ce que cette question fait écho à ce que nous vivons actuellement avec le coronavirus et que dit-elle de nos sociétés? Alors, Duby est interrogé sur la question justement de la fin, puisque tout son petit livre est sur le rapport entre les peurs de l'an 1000 et les peurs de l'an 2000. Bon. Et il était considéré que l'an 1000 avait été un moment de grande peur parce que justement la fin, l'apocalypse, allait survenir. Bon, c'est très largement une légende, mais peu importe, en l'occurrence, l'apocalypse fait partie du temps chrétien. Or, ces sociétés médiévales étaient fondamentalement des sociétés chrétiennes régies par le temps chrétien. Et le temps chrétien, il est scandé d'un côté par l'incarnation, qui est le début d'un temps tout autre, et par la fin, c'est-à-dire le retour du Messie, la parousie, qui est aussi le moment de la fin, l'Apocalypse. Donc, les sociétés européennes, occidentales, ont vécu sur ce rapport au temps jusqu'au XVIIIe siècle. Avec le temps moderne, cette limitation, c'est-à-dire cette idée d'une fin, fin du monde, fin du temps, fin de l'humanité, du monde humain, et passage à quelque chose de tout autre, cette idée disparaît. Et on entre justement dans le temps moderne qui est porté par le progrès et vers l'idée d'un progrès indéfini, ce que j'évoquais il y a une seconde. Or,
Alors le Covid, en tant que tel, n'est pas porteur d'une fin de l'humanité, mais il est porteur, il est le signal de quelque chose qui menace l'humanité. Et dans l'interprétation qui en a été donnée par certains, c'est nous qui sommes les responsables de cette situation. Ce n'est plus Dieu qui envoie des punitions pour obliger les pécheurs à reprendre le droit chemin, qui était l'attitude habituelle, traditionnelle vis-à-vis des catastrophes, des épidémies, de tout ce qui sortait de l'ordre normal des choses. Là, nous avons quelque chose qui sort de l'ordre normal des choses, mais nous sommes maintenant assurés que c'est notre action qui a produit ce type d'événement. Donc les coupables, ce sont nous. Nous sommes les coupables. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher des gens qui sont plus coupables que d'autres. Bon. Et ça, on a toujours ce vieux phénomène qui a scandé toute l'histoire des épidémies, d'aller chercher des boucs émissaires. Mais le Covid, ou la Covid, se raccroche à autre chose qui a surgi depuis une quinzaine d'années, qui est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire cette idée que l'humanité, l'espèce humaine, l'humanité en tant qu'espèce humaine, est devenue une force géologique. C'est-à-dire que par son action, elle transforme non seulement le climat, mais tout le système de la Terre. Bon. Et cette vision de cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés réintroduit l'idée d'une fin possible. Si vous voulez, le temps moderne, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'ouverture vers indéfini, et tout d'un coup, par ce biais-là, on se dit, mais peut-être qu'on va vers une extinction des espèces, et parmi elles, de l'espèce humaine. Donc l'idée d'une fin, non pas en termes divins, d'une parousie divine, mais en termes d'une extinction, disparition de l'espèce humaine. Et ça, et du même coup, on est, quand on pose à nouveau une borne, on introduit immédiatement une autre borne qui est de dire nous sommes entrés dans le temps de la fin. Nous sommes entrés dans le temps de la fin et cela suscite toute une série de réactions sur des modes qui peuvent être justement des modes apocalyptiques. La catastrophe est proche, l'effondrement est proche, on calcule des dates comme autrefois on calculait la date de l'apocalypse. Alors, vous le disiez, les épidémies ne sont pas nouvelles, elles font partie des grands personnages de l'histoire. En quoi est-ce que le coronavirus s'inscrit dans cette lignée et en quoi dit-elle quelque chose de nos sociétés? Je pense par exemple à l'une des grandes différences entre nos sociétés d'avant et d'aujourd'hui, c'est celle de la solitude. C'est qu'avant, les épidémies et les virus se vivaient en clan, en famille, en communauté, alors qu'aujourd'hui, chacun est renvoyé à lui-même. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Duby insiste sur ce point, c'est-à-dire que les sociétés du Moyen Âge étaient des sociétés grégaires. On vivait avec les autres et autour de la famille ou d'un groupe. Donc l'individu isolé était rare et suscitait beaucoup de méfiance. Les épidémies, alors justement, même les épidémies à ces époques anciennes étaient des moments de mise en question de ce lien social, puisque on ne savait pas comment elles se transmettaient. La contagion n'était pas comprise.
mais du même coup, tout le monde devenait aussi susceptible d'être atteint par la maladie, mais aussi d'être un porteur de la maladie, d'être un danger pour les autres. Enfin, là, ces grandes épidémies sont des révélatrices de la, des, des, des faiblesses, au fond, d'un ordre social. Et un des traits qui est toujours relevé dans les épidémies, comme montrant justement le début d'un moment comme ça où la société se défait, c'est la question des funérailles. Et dans la première description que nous avons d'une épidémie, c'est-à-dire à Athènes, au 5e siècle avant notre ère, nous avons une description par l'historien Thucydide absolument remarquable. On l'appelle la peste, ça n'était pas une peste, mais peu importe, c'était une épidémie. Et il montre, enfin, il décrit le moment où la société athénienne entre dans une situation qu'il appelle d'anomie. C'est-à-dire que la loi, la règle, les façons d'être, les codes de conduite, tout ça, ça tombe à l'eau. Ça n'est plus respecté. Et le critère le plus visible de cette dissolution du lien social, c'est justement qu'on n'enterre plus les morts, qu'on ne peut plus enterrer les morts, ou qu'on les enterre, ou qu'on les traite n'importe comment. Nous avons presque vécu ça au moment le plus fort, au moment du pic de l'épidémie de Covid. Et nous savons que justement les gens n'ont pas pu enterrer ou en tout cas assister, être présents, entourés avant, pendant et après la mort de... François, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait, il y a eu une petite coupure. Effectivement, Mhm. et on a même vu dans certains pays qu'on a eu recours à des fosses communes parce que, on était incapable de suivre le flux des enterrements, et des morts. Vous écrivez également que l'ennemi, et c'est ça qui est aussi particulier avec, les virus, que l'ennemi est autour de nous, il est sur nous, il est en nous et en même temps, il est invisible. Qu'est-ce qui fait que ça éveille encore plus la peur de cet ennemi et la peur de l'autre qui, comme vous le disiez, peut engendrer une recherche d'un bouc émissaire avec le racisme, l'antisémitisme et tous les dangers qui s'ensuivent? Oui, j'ai été frappé par justement cette évocation au début de l'épidémie. Le président de la République française a parlé d'ennemis, a parlé de guerre à mener et a parlé d'un ennemi invisible. Parce qu'en principe, l'ennemi, il est visible, là c'est un ennemi. Et cette qualification d'ennemi invisible m'a frappé parce que ça, tout d'un coup, ça faisait ressurgir justement tout ce qui renvoie aux sociétés anciennes où l'invisible était partout. Il y avait de l'invisible tout autour de nous. Bon. La société moderne, le monde moderne est justement un monde qui a fait peu à peu, qui réduit peu à peu l'invisible. Et encore une fois, l'invisible, ça n'est que ce qui n'est pas encore visible. Mais on trouvera technologiquement le moyen de le saisir, de le rendre visible. Bon. Alors le Covid, il était visible pour les scientifiques, avec leurs microscopes. Mais dire pour tous les gens, justement, il est invisible, mais il est là, il se déplace, il se transmet, faites attention. D'où on a repris tous ces vieux gestes de mise à distance, de ce qu'on a appelé la distanciation sociale, pour justement essayer de faire que cet invisible ne s'empare pas de vous et que vous-même, vous ne le transmettiez pas à votre voisin, personne à côté de vous, en face, etc. Donc, on a eu
pendant cette période, en tout cas les premières semaines au moins, une espèce de résurgence de l'invisible. Et cette résurgence de l'invisible s'est accompagnée de toute une série de gestes qui étaient aussi la reprise de gestes très anciens, Alors la peur, et elle de est peurs très anciennes. pardon, la peur justement, elle est présente à l'état naturel chez l'homme et chez l'animal puisque c'est un réflexe souvent de survie, mais néanmoins, pourquoi est-ce que les peurs peuvent aussi être utilisées, manipulées et sont un outil, essentiel pour le pouvoir ou pour les dictatures? Ben, oui, la peur est en effet quelque chose que tout être vivant ressent et manifeste de différentes façons. Les hommes, les humains ont la capacité de la mettre en mots parfois, ou en tout cas d'exprimer de manière, par des gestes, par des comportements, cette peur. Et c'est évidemment un des ressorts très essentiels dans dans toute forme d'exercice du pouvoir. Et on sait bien que les pouvoirs autoritaires, totalitaires, euh, euh, ont comme moyen d'action euh, privilégié et délibéré la peur, la terreur, faire naître la peur pour obtenir la soumission. Euh, donc, euh, on peut très bien voir comment on peut passer d'une peur euh, qui protège. Bon, il vaut mieux avoir peur du virus que de ne pas en avoir peur, bon, à une peur qui euh, conduit à des rejets, à des comportements qui justement ne sont plus accessibles à la rationalité, bon, et qui peuvent, alors là aussi, ou bien être exploités, ou bien mener à à des comportements cette fois, mettent en question le vivre ensemble. Puisqu'il faut à la peur, oui, mais que cette peur vous conduise à rejeter votre voisin parce que votre voisine parce qu'elle travaille dans un hôpital et que vous ne voulez pas la voir dans le même immeuble que vous, exemple qu'on a eu dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de cas. Bon, on voit bien comment on passe de la peur au rejet. Alors, ce livre nous le rappelle, la mort, elle fait partie de la vie, elle est aussi très présente dans l'art ou dans la littérature. Et néanmoins, nous vivons à une époque où la maladie, la mort et la vieillesse sont complètement rejetées. On n'en parle pas, elles sont même cachées. Là, évidemment, elles ressurgissent avec tout cela. Mais pourquoi est-ce que nous avons si peur d'elles alors qu'elles font naturellement partie de la vie? Bon, les, les humains ont toujours eu peur de la mort euh, et ils ont toujours cherché aussi à des moyens de l'apprivoiser ou des moyens de l'oublier ou d'essayer de l'oublier. Tout a été proposé, essayé, mais aujourd'hui, dans la différence des sociétés médiévales dont parle Duby, où la mort, justement, était beaucoup plus, en un sens, beaucoup plus naturelle, faisait beaucoup plus partie de la vie qu'elle ne le fait aujourd'hui, qu'elle n'en fait aujourd'hui partie chez nous, dans nos sociétés. Je crois que c'est dû, alors il y a beaucoup de raisons à cela, mais une des raisons est que la durée de la vie s'est beaucoup allongée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui vivaient vieux au Moyen Âge, mais globalement, statistiquement, la durée de vie s'est beaucoup allongée à cause de la médecine. Et
ce temps que j'évoquais au début de présentisme, c'est-à-dire ce présent qui est le seul temps dans lequel il faut se trouver, euh, ne peut pas admettre qu'il y ait quelque chose qui mette fin à cette espèce de présent perpétuel. Bon, c'est une des traductions, une des manifestations, une des expressions de cela, c'est tout ce que nous avons vu se développer dans les sociétés occidentales euh, sur le ne pas vieillir, se rester jeune, euh, euh, enfin, tout ces mouvements qui sont partis de la Californie et qui se sont répandus partout sur ce thème, c'est bien la volonté de dire, d'une certaine manière, je suis éternel. Je ne, non, je ne vais pas mourir. Oui, je sais que je vais mourir, mais en même temps, non, je ne vais pas mourir. Bon. Et ça l'a conduit à faire disparaître de plus en plus la mort de l'espace, non seulement de l'espace public, mais même de l'espace privé, puisque on meurt à l'hôpital, on meurt enfin, rarement chez soi, le plus souvent seul. Euh, et cette, on est au fond arrivé à une espèce de contradiction qui a révélé je crois, le Covid. D'un côté, la médecine vous dit, mais non, vous êtes jeune, vous pouvez continuer, vous êtes toujours jeune. Et même si, du point de vue de vos années, vous ne l'êtes pas. Et tout d'un coup, avec le Covid, le Covid vous dit, si, vous êtes vieux. Puisque moi, je sais très bien qu'au-delà de 65 ans, vous êtes ma proie préférée. Bon. Et la médecine leur dit, ah bah oui, c'est comme ça. Bon. Donc, ça fait éclater cette espèce de contradiction entre nos sociétés qui ont voulu croire qu'au fond, on pouvait allonger la durée de la vie avec tous les problèmes économiques que ça pose, puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir des maisons pour tout le monde, enfin bon, ça c'est évidemment une des parties du problème. Donc vous vivez toujours, et puis tout d'un coup on vous dit mais non, c'est pas vrai du tout, vous êtes quand même vieux. Et là il y a quelque chose qui s'est passé, je crois, et qui repose la question de la place des personnes âgées dans la société et la question justement, oui, de la mort comme quelque chose qu'on ne peut pas faire disparaître, euh, puisque là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ces morts dans les EHPAD, c'était quelque chose de très d'insupportable. Bon, alors que 15 jours avant, des gens mouraient dans les EHPAD à peu près dans les mêmes conditions, presque dans les mêmes conditions, souvent en seul. Bon, mais personne n'y prêtait la moindre attention. Alors avant, les gens pensaient qu'après une période de trouble, on y aurait un espèce de retour, vers le paradis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a également, cette vision des choses et en quoi est-ce que la fraternité, la solidarité dont on a également, beaucoup parlé en ces temps, sont véritablement, indispensables à notre survie? En retour vers le paradis, ça, je n'en suis pas sûr. Euh, Parce que justement, les crises qui suivent la crise sanitaire, suscitées par la crise sanitaire, n'ont rien de paradisiaque. La crise économique dans laquelle nous sommes, la crise sociale dans laquelle nous entrons, euh, probablement les crises internationales aussi dans lesquelles nous nous trouvons, euh, les crises politiques qui surgissent également, tout ça fait que c'est très peu paradisiaque. Et ça peut même être très dangereux en termes de la société, de la vie des sociétés, de la possibilité de cette communauté
de former une communauté. Il y a eu aussi, ça a été dit beaucoup, que ces moments suscitent des manifestations de solidarité, des manifestations de fraternité qui sont de belles choses et qui n'étaient pas, euh, que personne n'a provoqué. Ce sont des personnes qui ont euh, estimé de leur devoir, de se conduire comme elles se sont conduites. Donc ça, c'est un élément évidemment dont il faut qu'il faut prendre en compte. Quelle est la puissance de cet élément? Je n'en sais rien. Je veux dire, quelle est son extension? Est-ce quelque chose qui peut durer? Est-ce quelque chose qui peut prendre d'autres formes alors que la crise sanitaire est elle-même en voie de régression, au moins pour l'instant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une question posée et qui pourrait être une espèce de lueur dans ce moment très peu paradisiaque que je vois arriver. Merci beaucoup pour votre regard, François Artaud, et surtout, portez-vous bien. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.